Daniel Thompson était l'homme qui connaissait mieux que quiconque au monde chaque fissure dans le plancher du pavillon de chasse, abandonné Côte Zéro. Il y avait passé d'innombrables nuits à l'époque où il travaillait encore sur des tournages. Il mesurait le vent, plaçait des appâts, préparait des caches pour de riches clients venus flatter leur ego avec des trophées. Mais avant de commencer, dites-nous quelle heure il est chez vous en ce moment et d'où vous nous regardez. Le pavillon se tenait à un demi-pas de la pente, là où l'herbe laissait place à de rares buissons, et plus loin, à une terre sauvage, non entretenue par les hommes. Lorsque le propriétaire est parti il y a 8 ans, les portes se sont fermées, et seul le vent et les vautours se souvenaient des couloirs et des vieux fauteuils. Mais cette nuit-là, alors qu'il s'approchait de nouveau de la maison, un son subtil perça sa rêverie et fit battre son cœur plus vite. Ce n'était ni le vent, ni le grincement des planches. C'était un couinement faible, presque inaudible, qui semblait à la fois étranger et familier. Il s'accroupit, colla son oreille au plancher. Le son se répéta. Un jappement de chiot, faible, mais persistant, qui ne signifiait pas grand-chose pour un être humain, mais qui irradiait le désespoir pour celui qui savait écouter. Daniel ne réfléchit pas. Il connaissait cet endroit mieux que la carte de son propre corps. Ganté, il tendit la main dans la fissure sous les fondations, là où la maison s'arrêtait et où la terre se soulevait dans des volutes d'odeur. Son doigt heurta quelques formes rugueuses. Et puis, dans l'obscurité, 2 jeux de griffes s'agrippèrent à son gant, déchirant le cuir. Les lions, à peine nés, retenaient la main de quelqu'un, sans savoir de qui il s'agissait, sans demander d'aide. Leurs cris n'étaient pas dus à la douleur. Ils provenaient de la peur et de la colère, de leur vulnérabilité, du fait que le monde dans lequel ils avaient atterri s'avérait trop vaste et trop affamé. Daniel sentait le sang couler le long de son poignet. Le gant cédait sous l'assaut des petites pattes. Il ne retira pas sa main. Il restait allongé, la joue collée au bois froid, endurant la douleur pendant que les petits tentaient d'en finir avec ce nouvel et étrange invité. L'expérience lui avait appris ceci. Pour sauver quelqu'un, il faut souvent rester précisément là où ça fait le plus mal. Il se souvenait de moments où il aurait mieux valu partir, mais où il avait choisi de rester. C'est ce qu'il fit à présent. Il supporta, respira lentement, parla d'une voix douce, essayant de ressembler à une mère qui serait de retour. Les petits corps se recroquevillaient encore dans le coin de la fente. Leurs yeux, 2 grands miroirs de peur. Daniel sentait qu'il reniflait sa paume, l'odeur de la peau humaine, l'odeur de la proie et de la mort, tout à la fois. Le lendemain matin, il découvrit que c'étaient les petits de Zara, une lionne qu'il avait jadis blessée d'un tir. 7 ans auparavant, ils se tenaient sur le balcon de ce même pavillon, prêts à livrer leurs trophées aux riches chasseurs. Lorsque le coup de feu avait atteint Zara, elle était tombée, l'avait regardé avec des yeux qui ne demandaient aucune pitié, mais acceptaient simplement son destin. Daniel avait ordonné « Côte 2 ». Puis il s'était approché, avait senti l'odeur du sang, et Zara, émettant un son doux, s'était enfuie. Après cela, il avait démissionné, ignorant l'argent et la réputation qu'il aurait pu obtenir s'il avait gardé le silence. Il l'avait cherché pendant 7 ans, fouillant dans les rapports, les interrogatoires, les rumeurs et les dossiers classifiés. Il n'avait trouvé aucune trace d'elle. Mais maintenant, sous les fondations, ces petits retournaient à l'état sauvage, marqués par les mêmes taches caractéristiques près des oreilles. Les 2 lionceaux, une petite Amazone nommée Amara et l'infatigable Taji, n'avaient pas plus de 8 semaines. Ils étaient des prédateurs en miniature,
Leur queue courte tremblait, leur gueule était pleine de dents acérées, et leurs yeux, emplis de cette même expression de survie que Daniel avait vue dans les yeux des bêtes adultes à l'aube de sa carrière. Il dissipa leur peur avec des mots et de l'eau, puis avec de la viande. Au début, leur réaction fut infantile. Griffes, morsures, rugissements. La femelle lui effleura la paume d'une griffe, le second planta ses dents. Mais il resta immobile. Lentement, prudemment, comme un chirurgien, il tendit un autre morceau de viande. Amara s'approcha, renifla, recula, puis revint et commença à boire de l'eau, comme si, pour la première fois depuis sa naissance, elle ressentait l'instinct de vie au lieu de la peur. Dans la journée, ils sortirent. Le soleil semblait rude, mais il apportait aussi de l'espoir. Les lionceaux mangeaient, dévorant la viande avec avidité, se cachant dans les coins et se couvrant mutuellement. Taji faisait la toilette de sa sœur, faisant preuve de tendresse dans un acte animal tout simple. Leur stratégie de survie était à la fois naïve et ingénieuse. Ils se protégeaient l'un l'autre, se déplaçaient ensemble, silencieusement et rapidement. Daniel observait et sentait son cœur se briser. Non pas parce qu'ils étaient beaux, mais parce qu'ils étaient seuls. Il ne pouvait pas les laisser seuls pour la nuit. Les hyènes rôdaient dans les environs, et sans mère, leur chance de survie était minime. Il s'allongea donc sur la vieille terrasse en bois et laissa les deux corps chauds se blottir contre lui. Il tremblait, se réfugiant dans l'abri de sa chaleur, tandis que les étoiles descendaient lentement au-dessus de Mara Ridge. Il se souvint du coup de Zara sous sa main, de l'odeur du sang et de cette lueur douce et indulgente dans son regard. Il comprit qu'il s'éloignait à jamais de celui qu'il était autrefois. Le matin, en veillant sur les corps et en voyant les marques familières sur leur pelage, il réalisa quelque chose de plus grand. C'étaient les enfants de Zara. La génétique de leur mère leur avait donné une chance de survivre, mais leur mère n'était pas revenue. À l'autopsie d'un traumatisme invisible, il portait l'empreinte du poison, la toxine qui avait tué Zara. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un ou quelque chose s'était glissé sur ces terres avec du poison. Le temps pressait. Il prit la décision de les emmener chez le vétérinaire. La voiture, le chemin de terre, les petits cailloux, tout semblait lent et dangereux. Chaque minute pesait son poids dans la balance de la vie. Le docteur Sarah Kimati les accueillit comme un ange dans les terres arides. Elle se trouvait au bon endroit, au bon moment. Le médecin admit les petits dans sa clinique où les odeurs d'antiseptiques se mêlaient à l'odeur de fourrure juvénile et de nourriture. Le traitement s'avéra être un enfer. Les 72 premières heures furent remplies d'injections, d'une surveillance constante, de gardes blanches et de tentatives désespérées pour stabiliser ceux dont les corps minuscules avaient déjà connu la douleur chimique. Amara faillit mourir. Taji, têtu jusqu'à sa propre perte, s'accrochait à la vie à pleines dents. Le docteur Kimati ramena Amara. Elle travaillait comme une personne qui connaît le prix du temps et qui sait que l'amour ne guérit pas tout, mais qu'il offre une chance. Au 4e jour, les lionceaux commencèrent à accepter de la nourriture, doucement, arrachant un morceau laissé dans les paumes de l'homme qui était devenu leur nouvelle meute. Daniel les nourrissait comme une mère. Il tenait leur petit corps, sentait leurs battements de cœur rapides. Amara était délicate. Elle tétait comme si elle savait que la nourriture était synonyme de sécurité. Taji était un garnement. Il avait hâte d'explorer chaque recoin, essayant de mordre tout ce qui bougeait. La nuit, il cachait les caisses pour que les petits puissent se voir, afin que leur monde soit au moins partiellement constitué de formes familières.
Les souvenirs de Zara lui revenaient sans cesse. Il repensait à ce jour où il avait arrêté le client et refusé l'argent. Sa démission lui avait coûté sa réputation, mais pas sa paix intérieure. Il avait cherché Zara pendant 7 ans, suivant les rumeurs, vérifiant d'anciens dossiers, étudiant les traces dans les plaines ouvertes, espérant la trouver, ou du moins trouver quelque chose qui la rappelle. Il n'avait pas trouvé son corps, et cette ignorance demeurait une tâche inachevée. Mais les enfants devant lui étaient un prolongement vivant, une chance de se racheter. En 6 semaines, les petits s'étaient suffisamment fortifiés pour pouvoir être transférés dans un enclos extérieur. Le docteur Kimati donna des instructions, promit des contrôles et signala les dangers des terres sauvages, les prédateurs, les sources empoisonnées, les humains. Amara explora le territoire, prudente et méthodique. Taji grimpait sur les rochers et s'essayait au saut. Leur croissance avait été ralentie par la malnutrition précoce, mais elle était constante. Daniel notait chaque gramme pris, chaque comportement. Il passait ses nuits à leur parler de Zara, de sa force, de son courage, de la façon dont elle l'avait un jour regardé, comme on ne regarde pas les humains. À la 8e semaine, les cauchemars apparurent. Amara se réveillait avec des cris perçants. Ses muscles se crispaient, ses yeux erraient, comme si, dans le monde des rêves, elle était de nouveau petite, mouillée, dans la fente sous la maison. Taji, quant à lui, se renferma sur lui-même. Il restait couché, immobile, le regard fixé sur un point. Le docteur Kimati qualifia cela de stress post-traumatique. Elle dit que cela passerait, à condition de leur offrir de la patience et de la sécurité. Et ce fut le cas. La guérison ne suivit pas une ligne droite. Il y eut des jours de joie et des jours où la peur l'emportait. Mais au 3e mois, leur poids avait triplé. Leur personnalité s'était formée. Amara était devenu réfléchi et stratège. Taji, courageux et impulsif. Daniel se fixa pour mission de ne pas laisser les enfants partir dans des camps ou des refuges, mais de tout faire pour leur rendre la vie sauvage. Il construisit un terrain d'entraînement à 5 kilomètres du poste des Rangers. Des abris, des cachettes artificielles, des appâts, mais sans intervention de la main de l'homme. Les premières leçons portaient sur l'attention, la traque des proies, la patience, ces choses que l'on ne peut enseigner avec des mots, mais que l'on peut montrer par l'exemple. Amara apprenait vite. Elle s'approchait furtivement, retenait son souffle, visait. Taji, lui, prenait tout pour un jeu. Il se jetait sur le varan que Daniel tenait prudemment au bout d'une longue corde et se mettait en danger, manquant de se briser le cou. Daniel l'avait tiré d'affaire plus d'une fois, arrivant juste à temps. À 8 mois, ils chassaient ensemble, coordonnaient leurs mouvements, interceptaient leurs proies. Les cauchemars se firent plus rares. Leur premier trophée sérieux, une jeune impala, tomba entre leurs griffes au 10e mois. Ils la tuèrent ensemble. Daniel se tenait dans les buissons et observait la scène, incapable de savoir s'il devait se réjouir qu'ils soient désormais capables de survivre, ou s'attrister parce qu'ils avaient franchi la ligne et étaient devenus complètement sauvages. Il savait qu'il faudrait bientôt les relâcher. Le docteur Kimati le confirma. La réhabilitation pouvait se poursuivre jusqu'à la liberté totale. Le processus de sevrage commença. Il diminua sa présence, laissant de la nourriture moins souvent, les observant à travers des caméras et leurs colliers. Amara vécut d'abord cela comme une trahison. Elle ignorait la nourriture et montrait les dents lorsqu'elle entendait ses pas, moins fréquemment. Mais les jours passèrent, et elle comprit que la liberté était sa prochaine réalité.
Quand ils eurent 13 mois, il fut temps de leur mettre des colliers émetteurs et de les relâcher. Au moment où ils partirent, sans se retourner, il ressentit un étrange mélange de douleur et de soulagement. Il les suivit via les cartes et les tracés. Il grandissait avec sagesse, évitait les humains, et plus important encore, commençait à s'unir avec d'autres troupes. Un jour, une caméra montra qu'il buvait de l'eau aux côtés d'une lionne et de sa portée, le signe qu'ils avaient trouvé leur place. 4 ans plus tard, il se retrouva face à eux. Il avait reçu un message d'un guide touristique. 2 lions marchaient sur une route de montagne. Il s'y rendit, sans se presser, mais avec le cœur battant. Les lions s'arrêtèrent, l'évaluant d'une manière ancestrale, et quand la lionne leva la tête, Daniel reconnut Tamara. Elle fit un pas en avant, et à côté, légèrement en retrait, marchait Taji, grand, sûr de lui. Il s'agenouilla, sans armes, sans menace. Amara s'approcha et frotta son large front contre son visage, le marquant de son odeur. Taji s'assit à côté, le regardant non pas comme une menace, mais comme un vieil ami. Un fil de pardon et de conclusion passa entre eux. Daniel se souvint de Zara, de ce jour où il n'avait pas appuyé sur la détente, et comprit que son choix avait traversé les années comme une rivière en le transformant. Il n'avait pas sauvé Zara à l'époque, mais il avait sauvé sa lignée. Cette prise de conscience n'était pas un triomphe, plutôt une consolation silencieuse. Peut-être que Zara avait survécu par elle-même, ou peut-être était-elle morte dans la solitude. Mais son héritage perdurait à travers ces 2 lions qui forgeaient maintenant leur propre destin. Amara et Taji partirent pour leur chasse du soir. Daniel resta debout, observant leur départ. Et soudain, il sentit ce fardeau qu'il portait depuis de nombreuses années s'alléger brusquement. Il retourna à la station. Ses camarades lui posèrent des questions sur la patrouille habituelle, sur les raids contre les braconniers. Il ne dit rien, ou presque rien. Son cœur était en paix. Il dormit sans faire de rêve, pour la première fois depuis de nombreuses années. Ce n'était pas l'histoire d'un héros qui a sauvé le monde. C'était l'histoire d'un homme qui un jour avait choisi de ne pas tuer, et qui avait ensuite passé sa vie entière à essayer de réparer son acte. Il avait tenté de se racheter par les soins, la patience et l'amour, qui ne se mesurent pas au nombre de vies sauvées, mais à la qualité de leur chance de survie. Les 2 petits trouvés sous le pavillon n'étaient pas devenus seulement son fardeau, mais aussi son pardon. Ils avaient survécu parce que quelqu'un leur avait tendu la main, et parce qu'en retour, il lui avait donné la possibilité de devenir celui qu'il voulait être. Des années plus tard, lorsque les Rangers remettaient leur rapport, lorsque de nouvelles générations de touristes photographiaient les aubes, Daniel n'avait que peu de preuves de ces nuits-là. Mais il les voyait, dans les taches rugueuses près des oreilles des lions, dans les empreintes sur la terre matinale, dans les rares scènes de l'aube où 2 silhouettes couraient à travers les hautes herbes. La lignée de Zara se perpétuait. La terre ne comptait pas les erreurs humaines. Elle ne comptait que les vivants. Et l'homme peut faire un choix, continuer à détruire ou essayer de réparer. Daniel avait fait son choix, et c'était suffisant. Le jour de l'anniversaire de cette nuit-là, il s'approcha de nouveau du pavillon de chasse. Les portes étaient toujours aussi grinçantes, mais on n'entendait plus la peur en dessous. Il toucha les vieilles fondations et sourit intérieurement. En lui, il restait des cicatrices, des souvenirs qui ne s'effaceraient pas, mais aussi un nouveau contenu, 2 noms, 2 vies, et une présence chaleureuse qui avait autrefois réchauffé sa peau mais qui, désormais, réchauffait la terre sauvage, au-delà. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu
et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires passionnantes.